à tous et bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Donc, je vais faire une petite intervention concernant le repérage amiante avant travaux avec la perspective, avec le point de vue de l'entreprise pour représenter le CEDRE. Donc, en quelques mots et très rapidement, le CEDRE, c'est le syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage des déchets du BTP. Donc, c'est un syndicat né en 2018 après la fusion de l'ancien syndicat des démolisseurs de plus de 130 ans d'histoire et d'un syndicat très jeune de recycleurs des déchets du BTP. Donc, les deux ont fusionné pour donner naissance au CEDRE en juillet 2018. Donc, le CEDRE est au cœur d'un grand réseau professionnel qui représente du coup 250 entreprises de travaux de chaque métier que je viens de citer, avec en plus un domaine très particulier qui est le sciage carottage, pour représenter à peu près plus d'1,3 milliard de chiffre d'affaires dans ce secteur d'activité. Donc, on est au cœur d'un réseau avec plus de 70 partenaires. Partenaires, donc, que ce soit des fournisseurs de matériel ou alors des métiers qui gravitent autour de nos métiers, comme les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études et les organisations professionnelles comme l'OPP-BTP. On travaille aussi avec la DGT, la DGPR pour toutes les questions qui sont en lien avec, bien évidemment, la réglementation, que ce soit au niveau du travail ou alors pour les questions de l'environnement. Le quiz. Donc, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que le DTA peut se substituer au repérage amiante avant travaux? Voilà, il y a deux réponses possibles. Voilà. C'est simple, c'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non. Ça peut pas être, c'est pas des choix multiples. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. On vous laisse voter. Allez, Benjamin, 5 secondes. Tu as lancé le quiz, il est lancé. 5 secondes, 4, 3, vous êtes nombreux en plus, une centaine avec nous. 2, 1, 0. Voilà, on va afficher les résultats. Il y a encore quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Eh bien, c'est pas... ça se comprend. Ça se comprend. Alors, dans les faits, je vais être radicale. Je vais dire non. Non, pourquoi? Parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le DTA n'est jamais à jour, ne contient pas forcément toutes les informations nécessaires en lien avec le périmètre et la nature des travaux. Donc, je vous le dis, le DTA ne peut pas se substituer dans les faits à un repérage amiante avant travaux qui, lui, se veut exhaustif, donc selon un périmètre bien précis. Mais, comme on l'avait vu avant, un DTA, donc c'est un dossier technique qui doit regrouper plusieurs informations. Il peut arriver effectivement que, en tout cas la réglementation le prévoit, que le dossier technique amiante peut être exploité si et seulement si il est parfaitement à jour et et que les informations qui sont disponibles répondent à un besoin dans un périmètre précis. Par exemple, dans mon DTA, il est indiqué que dans cette salle, il y a des dalles amiantées au sol. Je veux intervenir sur ce sol-là et que les informations sont mises à jour. Effectivement, je peux utiliser le DTA comme base de réflexion. Mais comme on l'a vu, le DTA, c'est très compliqué de l'avoir à jour, à l'instant T, avec toutes les informations nécessaires aux travaux qui peuvent être envisagés. Donc, un repérage amiante avant travaux doit absolument être demandé. Donc, je vais passer très rapidement. Vous l'avez vu, le décret du 9 mai 2017 introduit donc la nécessité, l'obligation d'avoir un repérage amiante avant travaux dans les 6 domaines que nous avons vus tout à l'heure. Et donc, je reviens à mon fameux DTA.
le DTA, le DAPP, on l'avait évoqué tout à l'heure, donc le diagnostic amiante des parties privatives et le constat avant-vente, donc qui ne peuvent absolument pas se substituer dans les faits à un repérage amiante avant travaux. Pourquoi? Parce que dans les diagnostics avant-vente, les diagnostics amiante à partie privative contiennent des informations très ciblées sur certains matériaux amiantes et pas sur la totalité des surfaces. Donc, on peut avoir une information très partielle. Alors qu'un repérage amiante avant travaux, c'est un repérage qui se veut exhaustif. Cela a un périmètre très précis et sur tous les matériaux amiantes et avec des sondages destructifs. Donc, on a une précision qui se veut chirurgicale. On parlait de couches tout à l'heure. En fait, ces informations-là sont primordiales dans l'analyse de risque en lien avec l'intervention de l'entreprise qui vient derrière. Donc, il y a 2 plaquettes très bien faites par la DGT qui sont à destination de la maîtrise d'ouvrage, qui précisent bien alors qui doit faire quoi, donc les responsabilités, mais aussi vous avez la plaquette de droite ou de gauche, je ne sais pas comment on se positionne. C'est comme tu voilà, vois sur l'écran. La plaquette, donc obligation de repérage amiante avant travaux, qui en fait explique en fait les différentes exemptions qui sont notées dans le décret et les arrêtés. Et effectivement, on peut trouver les cas où on peut ne pas faire un repérage amiante avant travaux lorsqu'il y a un sinistre, des travaux d'urgence ou alors des travaux de maintenance ponctuelle où en fait la maîtrise d'ouvrage se dit là, j'ai besoin d'intervenir pour une maintenance assez rapidement. Je fais intervenir une entreprise pour faire ces travaux de maintenance. Je vais partir du principe qu'il y a de l'amiante, donc j'interviens en conditions amiantes. Donc, dans ce cas très précis, il faut être très, très vigilant. Donc, je vous oriente vers cette plaquette-là qui aborde tous ces cas très particuliers. Donc, on l'a dit, on l'a redit, donc la maîtrise d'ouvrage, les donneurs d'ordre ont pour obligation de faire l'analyse des risques et de fournir tous les documents nécessaires aux entreprises qui doivent intervenir. Ils doivent aussi se faire accompagner. Pardon, il y a le son, voilà. Merci. Donc, ils doivent se faire accompagner par des conseillers, des sachants, donc une maîtrise d'œuvre qualifiée, assurée pour le montant des travaux qu'ils doivent prévoir. Et c'est un maillon fort d'un chantier bien réussi. Donc, dans la suite, bien définir les travaux et le marché dont il a besoin, faire le repérage amiante et tous les repérages d'ailleurs nécessaires à l'évaluation des risques pour l'intervention qu'il envisage. Quand on parle de travaux de désamiantage, eh bien, la maîtrise d'ouvrage a l'obligation de sélectionner une entreprise certifiée, une entreprise de retrait amiante sous section 3 certifiée, et aussi veiller au respect de la santé et la sécurité de tout intervenant sur le chantier et de son environnement. L'entreprise, quant à elle, doit bien évidemment évaluer les risques en lien avec son intervention et faire son analyse de risque sur la base des documents qu'on lui fournit. Et bien sûr, la précision du programme de travaux, s'il y a coactivité, comment, qui doit intervenir, etc. L'entreprise aussi a le devoir de conseil aux donneurs d'ordre, parce qu'après tout, une entreprise spécialisée et sachante et peut orienter ou alors apporter un éclairage sur le domaine, en tout cas dans lequel elle intervient. Et aussi, et bien évidemment, l'entreprise doit garantir la santé de ses salariés, de tout intervenant et
de l'environnement de son chantier. Donc, très rapidement, pourquoi le repérage amiante est une étape cruciale avant de commencer un chantier? Donc, la maîtrise d'ouvrage, on part du principe que la maîtrise d'ouvrage a fait son repérage amiante bien défini, avec un périmètre bien défini, avec un programme de travaux tout aussi précis. Donc, sur la base de ce rapport, donc, elle fait appel à un maîtrise d'œuvre qui va l'accompagner dans la rédaction de son cahier des charges et du dossier de consultation des entreprises. Et ensuite, les entreprises répondent sur la base de ce dossier-là qui contient tous les éléments nécessaires à la prise en compte d'une appréhension d'un chantier à venir. Là, l'entreprise répond. On suppose que la maîtrise d'ouvrage a la conscience quand même de sélectionner une entreprise sous section 3 certifiée. Et donc là, l'entreprise fait son évaluation du risque amiante sur la base de son repérage amiante exhaustif et fait son évaluation du risque. Alors, comment on évalue le risque? Alors, au-delà du risque amiante, on n'oublie pas un chantier, c'est tout plein de risques. C'est des risques de toute nature et l'amiante est une partie des risques que l'entreprise doit maîtriser. Mais là, on parle d'amiante et on va voir comment on maîtrise comment on évalue le risque amiante. Donc, le risque amiante est évalué comment aujourd'hui dans la réglementation? On l'évalue avec son processus. Le processus, c'est quoi? C'est un matériau, une technique d'intervention et les moyens de protection collective. C'est le triptyque qui nous donne en fait une estimation, qui nous donne en fait un niveau d'empoussièrement. Et le niveau d'empoussièrement, il est classé selon 3 niveaux. Le niveau 1, inférieur à 100 fibres au litre. Le niveau entre 100 et 6000 fibres au litre au niveau 2. Et au-delà de 6000 fibres au litre et obligatoirement en dessous des 25 000 fibres au litre, parce qu'au-delà, on ne peut pas travailler, réglementairement, c'est interdit. On est au niveau 3. C'est le niveau vraiment supérieur d'empoussièrement, c'est le niveau plus en termes de risque. Donc, selon les matériaux qui sont listés dans le rapport, dans le repérage amiante, et selon comment l'entreprise intervient, eh bien, elle classe ses niveaux d'empoussièrement. Je suis en niveau 1, je suis en niveau 2, je suis en niveau 3. Et selon les niveaux et selon les moyens matériels nécessaires pour garantir la sécurité, eh bien, il y a aussi une estimation de coût. Donc, voilà pourquoi un repérage amiante est nécessaire à l'appréhension d'un chantier. Alors, bien sûr, il y a le côté sécuritaire, mais il y a le côté économique qui est non négligeable, à la fois pour la maîtrise d'ouvrage et aussi pour l'entreprise qui intervient. Et donc, tous les points que je viens de lister, à la fois comment on estime, comment on évalue son risque, c'est dans la réglementation. Les moyens de protection individuelle, c'est aussi consigné dans la réglementation. Et les moyens de protection collective, on retrouve en effet dans la réglementation. Et on le comprend bien qu'une entreprise de désamiantage, au-delà bien sûr de la maîtrise du risque, on va dire de la conscience du risque et de la protection de ses interventions, tout cela est très très bien encadré. Et lorsqu'il y a un petit maillon qui manque dans cette évaluation du risque, eh bien, ça aura un impact sur toute la chaîne d'évaluation du risque et de la maîtrise des coûts. Donc, comme je le disais, c'est une étape primordiale, à la fois pour la maîtrise du risque amiante, pour la prévention des expositions accidentelles. Et quand on dit exposition accidentelle, ça, c'est le cauchemar de tous, parce qu'on arrête de chantier, dépollution, fiche d'exposition, arrêt de travaux, retard dans les travaux, coûts supplémentaires, et ça, personne ne le veut. Et donc, d'où la nécessité d'avoir un repérage bien précis. Et aussi, on le disait tout à l'heure, Mohamed le disait, le repérage amiante sert aussi à l'anticipation de la gestion des déchets. Comme je sais où sont les matériaux, de quelle nature, on estime leur quantité, ben, on arrive à anticiper la gestion des déchets et c'est primordial.
Et donc, enfin, oui, pour la garantie et la garantie de la protection de la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement, on le dit pas suffisamment, bien que c'est bien dans les consciences, mais c'est quand même l'objectif final de toute intervention. Un petit point sur les règles techniques de sous-section 3. Donc, comme vous le savez, le CEDRE et le CIRTA se sont associés et ont été soutenus par le PRDA pour la rédaction de 14 règles techniques. Donc, ces documents, on va dire, techniques qui retracent tous les éléments chronologiques d'un chantier amiante, c'est-à-dire de la partie amont travaux, pendant travaux, fin de travaux, tous les éléments clés de comment on maîtrise en fait un chantier de désamiantage. Et parmi les règles, on retrouve la règle numéro 1, bien évidemment, informations et conséquences techniques à tirer de l'analyse du repérage amiante avant travaux. Donc, cette règle-là s'adresse à la fois aux entreprises de travaux, mais s'adresse aussi à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, pour avoir toutes les clés pour aborder les points sensibles dans un repérage avant travaux, pour ensuite maîtriser toute la chaîne jusqu'à la restitution des locaux. Donc, cette règle-là vient d'être finalisée et vient d'être validée par le comité de suivi, qui est donc composé par la DGT, l'OPP-BTP, tout institutionnel, pour dire que c'est un document reconnu par tous les acteurs et donc ne tardera pas à être disponible sur le site internet dédié aux règles techniques, dont l'adresse est ici dessous. Donc voilà, je pense que la règle va être disponible dans quelques semaines, on l'espère, avant la fin de l'été. Voilà, donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je serai ravie de vous répondre si je peux. Voilà, ben Souila, merci. J'ai des questions. On peut applaudir Souila. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Il y avait une question, c'est finalement, vous avez réalisé des règles techniques. La question, c'est au niveau réglementaire. Quel pouvoir ont ces règles techniques? Est-ce que finalement, si on ne suit pas ces règles techniques, on peut être retoqué? Est-ce que tu as un avis là-dessus? J'aime bien cette question et elle m'est posée assez régulièrement. Alors, pourquoi on dit qu'il y a un comité de suivi et de validation et qu'on insiste qu'il y a la DGT dans la boucle? C'est parce que la DGT donne son aval à ces documents. Elle s'assure que ces documents répondent à la réglementation en vigueur actuelle. Donc, lorsqu'on applique les règles techniques, on est réputé répondre à la réglementation. Mais si on ne l'applique pas, ça ne veut pas dire qu'on est hors réglementation. C'est juste qu'on a un autre point de vue. Et l'objectif de toute intervention, c'est de répondre à la réglementation. Là, les règles techniques, en fait, regroupent toutes les bonnes pratiques issues du chantier pour répondre à la réglementation. Oui, c'est plutôt une aide pour que l'entreprise puisse répondre correctement à la réglementation. Tout à fait, voilà. Mais c'est issu du chantier, parce qu'on peut retrouver les autres guides techniques, INRS, CARSAT, qui sont des documents de préventeurs. Là, c'est vraiment des documents professionnels, produits par des professionnels, des bonnes pratiques issues du chantier et qui permettent de répondre concrètement à la réglementation. Oui. Alors, on a avec nous des architectes, des maîtres d'ouvrage. Et donc là, tu parlais tout à l'heure d'appel d'offres. Donc, on fait un appel d'offres, on fait des repérages, on consulte des entreprises. Et j'imagine que ça doit être une remontée que tu dois avoir de vos entreprises, c'est qu'elles s'aperçoivent que l'appel d'offres, il manque des éléments ou des zones d'incertitude. Et est-ce qu'on peut demander aux maîtres d'ouvrage de modifier l'appel d'offres pour venir compléter ces incertitudes, parce que sinon, on a du mal à y répondre de manière ferme? En effet, oui, on a des remontées, hein, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a pas mal de remontées qui nous indiquent qu'on utilise beaucoup le DTA.
lors des appels d'offres. Lors des appels d'offres et qu'on demande toujours derrière, non, le DTA, il n'est pas suffisant. Il l'analyse quand même, il analyse quand même et il remonte qu'effectivement, il y a des données manquantes, que ce n'est pas suffisant par rapport aux travaux qui sont envisagés. Donc, ça nécessite discussion. Alors, il y a des peu scrupuleux qui disent cette entreprise-là, elle m'en demande trop, allez, je vais plutôt sélectionner une entreprise qui ferme un petit peu les yeux et qui va m'aider à intervenir à un coût moindre, et à certains qui sont vertueux et qui effectivement vont aller dans le sens de l'entreprise et se rendre compte qu'effectivement il y a un repérage amiante qui est nécessaire et qui finissent par le faire, et voilà, et que la suite se fait dans les règles. Oui, est-ce qu'il y aurait une solution peut-être d'avoir un appel d'offres en 2 parties? C'est-à-dire un appel d'offres sur lequel, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous préconisez, c'est un appel d'offres sur lequel on fait déjà un premier travail de sélection d'entreprise, et puis après on vient affiner le périmètre des travaux, ce qui serait fait, et puis après on refait des repérages, et puis là on répond à quelque chose de manière plus… Alors, dans l'idéal, je parle de l'idéal, vaut mieux qu'il y ait… Alors, c'est pour ça aussi que la maîtrise d'ouvrage doit se faire accompagner par un maîtrise d'œuvre qualifié et qui est sachant dans le domaine de travaux. C'est justement pour éviter les va-et-vient et la perte de temps. La définition du périmètre de travaux, les documents nécessaires doivent justement arriver au plus tôt possible pour éviter la perte de temps à tous. Et donc, c'est pourquoi on encourage justement la maîtrise d'ouvrage à bien se faire accompagner. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Souila. Merci. Souila Paré Merci pour le tous. CED. On peut applaudir Souila.